Hey, bonjour. Hello, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. C'est ça. Aujourd'hui, on vous parle du trouble. On a trouvé quelqu'un avec nous. C'est ça. On vous a parlé d'attachement la dernière fois. On avait envie de vous présenter quelqu'un qu'on a la chance de connaître depuis... Enfin, moi, je t'ai rencontré il y a 2 ans. Ah ouais. D'ailleurs, ce qui est assez drôle, c'est que comment je t'ai rencontré, je me posais des questions sur les relations. Je suis tombé sur une vidéo qui venait de sortir sur la chaîne Psy pour tous. Oui. Tu vois, elle était sortie depuis 1 semaine. Ouais. J'ai creusé la question, je suis allé voir les formations, le DU, je suis allé voir la méthode AEDP. Et j'ai cherché une thérapeute qui faisait ça dans Lyon pour discuter avec elle. J'ai trouvé ton numéro, évidemment. Ouais. Je t'ai appelé, on a discuté un moment. Et c'est après le coup de fil que j'ai réalisé que c'était la personne que j'avais vue qui faisait l'interview dans Psy pour tous. J'avais même pas fait gaffe. Il fallait qu'on se rencontre quoi. Ouais, il fallait qu'on se rencontre. Et après, on s'est retrouvés dans une autre formation. Oui, c'est ça. Donc c'était assez drôle. Donc, Gwenaëlle Percio, la spécialiste française de l'attachement, mais qui fait plein d'autres choses aussi. C'est gentiment prêté à cet exercice de l'interview, de la discussion, comme on le fait dans nos vidéos, pour parler d'attachement, mais pas de la façon habituelle, parce que si vous avez envie de retrouver les théories d'attachement, bah, allez voir les vidéos de Gwenaëlle, allez lire ses livres qui sont extraordinaires, qui sont simplifiés et qui sont à la fois très précis là-dessus. Est-ce que tu as envie de rajouter un petit truc dans tout ça? Allons-y. Ouais. Questionnons. Je ne vais pas parler d'attachement d'une façon un peu classique, mais plutôt d'une façon un peu originale. Donc il y a plusieurs choses qui viennent. Une que je voulais te poser, c'est si tu devais bosser sur l'attachement en dehors de la thérapie classique, tu vois, de récit, la psychothérapie et tout, qu'est-ce que tu conseillerais ou qu'est-ce que tu ferais? Donc seul, tu veux dire? Ouais, seul ou même en couple ou en relation. Ouais, mais tu veux dire sans professionnel? Un peu qu'est-ce qu'on peut faire de son côté? Par exemple, sans la barrière d'aller voir tu vois, un thérapeute ou un psy. Bah oui, je comprends, hein, c'est pas toujours facile d'aller voir un thérapeute, ça demande aussi des sous, de l'argent, enfin du temps. Pardon. Moi je pense qu'il y a des basiques un peu à savoir, tu vois, c'est un peu le connais-toi toi-même de Socrate qui dit que quand tu as 2-3 bases pour te connaître à partir de manuels, de bouquins, de podcasts, c'est pas mal, surtout que l'attachement, comme je dis souvent, c'est à la fois simple et complexe, c'est-à-dire que tu as des principes qui sont pas compliqués à comprendre, hein, que l'attachement, ça nous concerne tous, que c'est une force vitale qui nous amène à s'attacher à quelqu'un quand on va pas bien, et que ça va durer toute la vie, et puis qu'après il y a différentes manières de s'attacher. Enfin, là je suis en train de résumer, mais... et que cette manière de s'attacher, elle va toucher tellement de choses, et notamment le couple, qui est le sujet qui nous intéresse. Donc ça, moi je trouve que rien que d'avoir ça en tête, tu vois, de se dire que la manière dont je réagis avec mon mec ou ma nana, ça peut se comprendre avec certaines grilles de lecture, et notamment celle de l'attachement. Je trouve que déjà ça peut désamorcer la culpabilité, que parfois on a l'impression qu'il faudrait faire autrement et qu'on n'y arrive pas. Ça peut désamorcer les conflits eux-mêmes avec son chéri quand on se parle de ça. Ça peut ouvrir aussi, au-delà de réduire les problèmes, à ce qu'on est vraiment derrière. Plus tu te sécurises aussi, je trouve, plus tu deviens toi-même. Et on peut commencer clairement par lire, écouter des podcasts, comme tu disais, mettre des premières infos dans sa tête pour se structurer un peu. Pour avoir des bases. Ouais, c'est ça, les premières graines. Et moi, ce qu'on m'a souvent fait comme retour, et puis ce que j'ai vécu moi-même aussi quand j'ai découvert l'attachement, c'est que ça donne l'impression de... en fait, si je fonctionne comme ça, c'est pas que je suis... caractériel, hystérique, schizoïde entre guillemets ou ermite. Non, c'est que y a des explications. Donc ça déjà, moi je trouve que c'est bien de connaître un peu les bases. Et pour ça, pour le coup, il y a plein de supports, contrairement à une époque où il n'y avait que des bouquins hyper compliqués de psycho où on ne comprenait pas grand-chose. Moi j'aime bien ce côté, tu vois, dans l'explication, dans la compréhension, qui est le côté un peu dépathologisant, déculpabilisant, tu sais, qui te dit... ah mais ok, en fait c'est normal. Ça explique. Pour moi, pour nous, l'attachement, tu vois, ça va parler de stress, et je t'emmène un peu vers le chemin là, justement, quand je parlais de thérapie un peu différente, et le stress, quelque part, il a une résultante sur le corps. Quelle place tu laisserais dans le travail sur l'attachement au corps? Alors, voilà, une fois qu'on a compris un peu des choses avec sa tête, on sait bien que ça suffit pas. C'est là où, même si tu as compris, par exemple, que tu as un style d'attachement évitant, et que c'est pour ça que des fois,
Tu aimerais bien lui dire tes sentiments, mais tu n'y arrives pas. Hein. Tu sens que c'est bloqué dans ton corps, quoi, que même physiquement. Hein. Tu voudrais aller vers ton partenaire, mais il y a comme un truc qui t'en empêche. Donc ça, c'est le corps, en fait. Il y a quelque chose au niveau des réactions primaires, même archaïques, on peut dire, qui vont faire qu'on se comporte d'une manière ou d'une autre. Et c'est là où il faut descendre dans le corps. Donc moi, j'utilise tout le temps cette expression-là, de descendre, de descendre de là à son cœur, bien sûr, mais aussi à ses tripes, nos entrailles, où résident en fait nos traumas. Nos traumas, nos blessures, nos vieux patterns comportementaux, quoi, de réflexes. Et c'est là où on arrive à parler du système nerveux, en fait, rapidement. Et ça, on a beaucoup avancé en psychologie là-dessus, dans la théorie polyvagale, entre autres, mais tout ce qui est en lien avec le psychotrauma, qui montre que quand tu as vécu des trucs difficiles, ça s'est fixé, certes, dans ta tête, tu as des croyances, mais surtout, tu as des réflexes, réflexes de fuite, de combat. Et notamment, ces deux réflexes que je viens de citer, c'est quand même les deux grandes polarités de l'attachement évitant, plutôt la fuite, c'est vrai. et le combat pour l'attachement anxieux. C'est les deux grands modes d'action. Puis tu as des gens qui ont les deux, on appelle ça l'attachement désorganisé. Parfois ils fuient, parfois ils combattent, et ils sont bien perdus, et souvent on est bien perdu avec eux. Et de comprendre que cette manière de réagir qui est viscérale, elle vient d'une histoire, c'est bien, mais ça ne va pas suffire. À un moment, il va falloir aller un peu déconditionner ces réflexes. Il va falloir les explorer dans notre corporalité. C'est-à-dire, effectivement, quand je me rapproche de mon chéri, il y a un endroit de moi qui ne peut pas y aller. C'est quoi ce truc? C'est quoi ce mouvement? Et ça, par exemple, tu peux l'explorer. C'est mieux pour le coup d'être accompagné avec un thérapeute. Ou on va en parler en couple, tu vois, en disant, tu vois, moi, quand je m'approche de toi, il y a une autre partie de moi. Il y a une partie qui veut s'approcher, et puis il y en a une autre qui recule. Est-ce que tu le sens? Bah oui, je le sens, mais ça m'énerve d'ailleurs. Il y a un moment où tu viens me voir, et puis tu repars. Bon, ça déjà, c'est bien parce que ça permet de porter l'attention sur le dedans. Et la prochaine fois que ça m'arrive, par exemple, je vais dire, ok, là, par exemple, j'ai envie d'aller vers elle, vers lui, et j'y arrive pas. Qu'est-ce qui se passe? En fait, je me sens figée, par exemple. Ou j'ai peur. Donc c'est pour ça qu'en fait, je recule. Ou là, j'ai donné que des exemples de l'évitant, mais l'anxieux, ça sera à l'inverse. Dès que mon mec, il arrive, il faut que je le prenne dans mes bras, et puis s'il m'embrasse pas tout de suite, par exemple, qu'il va faire autre chose, et j'ai l'impression qu'il m'en veut, que ça y est, la soirée est foutue, et tac, 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 ça c'est ma tête. Et puis à l'intérieur, je me sens comment? Je me sens angoissée, en fait. C'est toujours des peurs, à la fin. Mais c'est des peurs qui prennent des modalités, des couleurs différentes, mais à la fin, c'est que de la peur. Donc, allez voir cette peur dans l'instant, si on peut s'en parler dans un couple, c'est pour ça que c'est vachement important d'en parler en couple. Eh bien, on va mettre des mots sur des réactions qui sont souvent mal interprétées, étiquetées, et puis souvent source d'une escalade symétrique. Tu m'as pas embrassé, oui, mais tu me sautes dessus, moi j'ai besoin d'air. Oui, mais en même temps, ça fait juste 15 minutes que tu es rentré et tu m'as toujours pas dit bonjour. Oui, mais 15 minutes pour moi, c'est pas beaucoup. Tac, 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 tac. Alors que si on arrive à s'en parler, et à se donner un peu aussi des codes en disant, tu sais, quand je rentre à la maison, moi j'ai besoin de mon quart d'heure. Et après, on se parle. Ok. Parce que moi, sinon, dedans, ça fait clac. Et puis après, pour aller vraiment déconditionner ça de manière profonde, pérenne, pour moi, il n'y a pas d'autre chemin, mais je parle à partir de ma posture de psy, de la thérapie quand même. Il va falloir, à un moment, y aller, quoi. Et pourtant, tu vois, à titre perso, tu vois, par exemple sur la compréhension, on en parlait l'autre jour, je pense avoir changé avant d'avoir connu ces thérapies, avant d'avoir connu ce genre de choses. Comme quoi la compréhension peut être une espèce de lumière qui va éclairer ton chemin et éviter de te casser la gueule à gauche à droite. Mais comme tu le disais, c'est pas une fin en soi, quoi. Il y a ce côté passage à l'action, faire descendre dans le corps, travailler dans le corps, quoi. En fait, je trouve que ça dépend vachement des gens. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui, la compréhension va faire des waouh, tu vois, des gros, on appelle ça des insights. Insight, d'ailleurs, l'étymologie du mot qui est en anglais, mais ça veut dire regard vers l'intérieur, insight. Donc, il y a des gens, ils ont ce regard un moment soudain vers l'intérieur, ils disent waouh, les choses fonctionnent comme ça parce que tata. Et des fois, ça va déjà générer des gros changements, certes. À mon avis, pas suffisant, mais déjà, ça peut être beaucoup, beaucoup. Et puis, tu en as d'autres, ils ont beau avoir lu, on leur a expliqué, ils ont fait des thérapies verbales longtemps, ils se reprennent les pieds toujours dans les mêmes tapis. Selon moi, c'est que il y a des personnalités plus émotionnelles, plus écorchées, souvent c'est des traumas plus profonds en fait.
où là, les réflexes, ils sont tellement forts parce qu'il y a eu besoin de survivre à des choses graves que t'as beau avoir compris tes réflexes, c'est eux qui vont prendre le dessus. Ouais, je te rejoins par exemple. Alors, deux cas. Comme tu dis, des gens qui ont des traumas très lourds. Je pense à des gens qui ont été victimes d'abus sexuels ou autres, qui, même avec la compréhension, même avec l'engagement hyper important, même avec, tu sens qu'il y a un truc qui est vraiment très dur et pour lequel je pense qu'il faut associer d'autres choses. Et tu as aussi l'anxieux qui est dévoreur de compréhension et autres, mais qui bouge pas, quoi. C'est ça. Tu vois? Donc, ouais, il y a. Mais l'évitant aussi, tu sais. C'est vrai. Parce que tu parles peut-être à partir de ta propre fenêtre, mais... Ouais, peut-être. Je sais que par exemple, en tant que... Je me considère plutôt comme ancien anxieux, mais ça on pourra en parler. Est-ce que tu penses qu'on peut réellement... Enfin, pour toi, c'est quoi guérir d'un trouble d'attachement? Parce que à un moment donné, je pense comme beaucoup, tu crois que guérir c'est, ok, je suis sécure, ça veut dire qu'il n'y aura plus jamais d'anxiété, plus jamais d'évitement. Tu vois, comme s'il y avait une forme idéale d'attachement. Oui. Et les autres sont des insécures, donc sont des maladies, alors que pas forcément. Bon, alors déjà, c'est rien à voir avec les maladies, tout ça. C'est des modes de fonctionnement. Exactement. Voilà. C'est pas de la psychopathologie. C'est des modes de fonctionnement qui sont des réflexes de sécurité. Du coup, pardon, je me vois plus dur avec des anxieux qu'avec des évitants. J'adore travailler avec des évitants. Je me sens beaucoup plus à l'aise avec eux. Alors que souvent, je dis que les évitants, ils mettent souvent parfois du temps à venir en thérapie. Par contre, quand ils viennent, ça va très vite. Tu vois, ils ont cette capacité. Dans le point positif pour moi de leur fonctionnement, c'est que c'est des gens qui agissent. Oui, alors, mais il y a un biais. C'est-à-dire que les évitants que tu vois, ils ont déjà décidé de venir. Oui. Ah. Et donc ça, c'est une énorme différence. Parce que tous les grands évitants, tu les vois pas. On les voit pas. D'accord ? Alors que les grands anxieux, on les voit. Oui. Tu vois, les grands anxieux, ils viennent parfois même, c'est des gros consommateurs de thérapie. Le processus est très long. Et c'est ça. Par contre, pour les faire passer à l'action, c'est plus difficile. Mais donc, ce que je veux dire, c'est que les grands évitants, en fait, ils ont autant de mal que les grands anxieux, mais c'est que juste tu les vois pas ceux-là. C'est vrai. Alors que les anxieux, en cabinet, on en voit de tout type. Tu vois, des petits anxieux, entre guillemets, et des grands anxieux qui sont là en attente de solutions miracles, souvent, etc. Et ceux-là, c'est très difficile de les faire changer. C'est hyper dur. Et c'est là où, par exemple, moi, je les pousse dans le corps pour sortir du fonctionnement de... C'est obligatoire. Il faut les arrêter dans leur logorée. Il faut leur dire, excusez-moi, je vous interromps, mais il faut qu'on avance, il faut aller dans le corps. Et ça, mais c'est disque rayé. Il faut le faire et le refaire. Oui, sinon tu t'en sors pas. Tu pourrais écouter. Alors, par contre, tu peux remplir ton cabinet avec ça. Les cabinets sont remplis, la grande majorité d'entre eux, c'est sûr. C'est vrai. Mais les grands évitants, j'insiste, mais il y a aussi vraiment des réflexes très forts de survie. L'autre a été un danger parce qu'il m'a rejeté, il m'a pas vu. Je me suis sentie tellement mal, tellement seule, je ne veux plus jamais revivre ça. Donc, je me mets à distance. Et je me mets à distance de mes émotions aussi parce que c'est aussi cette grande solitude qui était insupportable. Donc si j'évite les autres, j'évite mes émotions. Couper des autres, couper de soi. Dans les deux cas, des grands réflexes. Et c'est pour ça, pour revenir à ta question, si on ne va pas dans le corps, on va être repris par nos réflexes. Donc il va falloir revisiter ça. Et apaiser le système nerveux. C'est-à-dire, en psychologie, on utilise beaucoup la métaphore de la fenêtre de tolérance, c'est-à-dire revenir dans notre fenêtre de tolérance émotionnelle. C'est ce que je te disais la dernière fois par rapport à l'évitement. Justement, trouver quelle est ta fenêtre de tolérance pour pouvoir aller après la travailler et agir à quel moment tu dis ceci. C'est ça. Tu vois, par exemple, l'exemple je rentre du boulot, je suis plutôt évitant, moi il me faut un peu mon sas, sinon je me sens dévorée. Si en face de moi j'ai un partenaire plutôt anxieux et qui me saute dessus parce qu'il est trop content de me voir et il faut tout de suite parler et s'embrasser, je ne sais quoi, en fait ça me fait sortir de ma fenêtre. Et je peux me dissocier il y a deux réactions possibles, soit je deviens un peu un bloc de glace et pour l'anxieux c'est assez terrible parce qu'il s'attendait à enfin on se revoit et l'autre mais hyper à distance. Soit il y a des réactions de colère, d'énervement, en disant mais tu me saoules, et puis ça peut, voilà, c'est ça, ou s'énerver sur d'autres choses, je sais pas, les enfants, n'importe quoi, qui est une manière d'utiliser là pour le coup le combat en fait. Et ces deux réactions en fait, si on les connaît déjà, on va, comme j'ai dit, mieux les surfer, mais
surtout si on s'accorde avec l'autre que il faut un petit temps pour que je reste dans ma fenêtre et que quand je rentre, je reste assez cool, voire même je suis contente de te voir, parce que si on est en couple, hein, on est quand même en général on a choisi, hein, et que on va passer du temps, mais juste voilà, laisse-moi 5-10 minutes comme ça, je suis dans ma fenêtre, mon système nerveux il est tranquille, je ne me sens pas agressée, et on connecte quoi. Ouais, mais c'est là où la connaissance, tu vois, de savoir que l'autre, c'est pas parce qu'il t'en veut, ou c'est pas parce que tous de les bonhommes sont comme ça, en fait. ou tous les... Yes. Toi, est-ce qu'en tant qu'évitante, tu justement... Ancienne évitante. Ancienne évitante, pardon. Comme toi. Non, là, j'ai encore... Ça fait... Alors, on n'a pas répondu à la question de la guérison. Oui. On y répond peut-être. Oui, vas-y. Oui. Alors, ça, c'est un grand sujet. Guérir. Alors, moi, j'ai effectivement, sur mon premier bouquin, utilisé le mot guérir sciemment, parce que je veux avant tout passer un message d'espoir. Ouais, je suis d'accord. J'ai aussi travaillé longtemps en psychiatrie, j'ai travaillé avec des gens tellement mal qui se croyaient, tu vois, incurables, fous, bons à mettre à la benne, que pour moi, l'espoir, c'est une valeur très importante en tant que thérapeute. Donc, c'est très fort d'avoir mis ça comme titre, hein, guérir, mais c'était ça mon intention première. Après, qu'est-ce que ça veut dire guérir ? Là, je pense que chacun va avoir sa définition, mais moi j'ai envie de dire que déjà guérir, c'est retrouver une vie où la joie revient, tu vois, le plaisir d'être avec l'autre, le plaisir d'être avec soi, commencer à mettre du sens. J'ai bien dit commencer à mettre du sens, parce que c'est tout un chemin. Et ça veut dire que déjà les blessures, elles sont apaisées, elles sont en voie de guérison. Après, guérir complètement, ça ne veut rien dire, parce qu'on est tous des êtres plus ou moins abîmés, certains beaucoup, mais on l'est tous un peu, et on est sur cette terre, moi, je crois, pour faire un chemin spirituel aussi, et ça passe par la guérison psycho-spirituelle de tout ça, tu vois. Et peut-être que les êtres éveillés, oui, on pourrait dire qu'ils ont guéri complètement, hein, mais c'est une poignée sur la planète quand même, tu vois. Ouais. Hein, donc on est en voie de guérison. Et ça doit se traduire selon moi par des choses concrètes. En gros, moi quand les gens ils me disent par exemple je viens vous voir mais globalement je vais beaucoup mieux, j'ai guéri plein de choses, je veux savoir ok, votre vie c'est quoi, qu'est-ce qui se passe, comment c'est, hein, et puis on va voir, oui là-dessus c'est clair, vous avez guéri, vous avez avancé, vous êtes en couple alors que pour vous le couple c'était impossible, hein, super, mais maintenant votre couple à quoi il ressemble concrètement, et puis votre boulot, vos enfants, et c'est là où on voit ce qui a déjà guéri, ce qui est en cours, et puis ce qui reste encore. Hein. C'est comme un arc-en-ciel. J'aime bien le côté guérir, dans ce que j'entends, c'est le côté être en paix avec ses blessures. Ouais, plutôt que tu vois, ne plus les subir, ne plus les nier, et en même temps... et les voir revenir de temps en temps, tu vois. De se revoir déclencher sur des trucs... Enfin, moi, j'ai vécu un truc super difficile au niveau amoureux il y a 1 an. Hein. Je me suis séparée de mon compagnon, c'était cataclysmique, vraiment. J'ai revu mes parts là, évitantes, anxieuses, désorganisées qui sont montées à la tronche, quoi. Je me suis revue. Tu t'es pris le doute, ah putain, je croyais avoir travaillé, et tu te l'es pris, Mais là où je vois que j'ai travaillé, c'est que je me suis vue tout de suite être activée. J'ai pu en parler tout de suite à mes figures d'attachement, en l'occurrence ma grande amie. J'ai évidemment, moi j'ai jamais arrêté d'être en thérapie, donc j'ai revu ma psy un peu plus souvent à ce moment-là. Et j'ai fait après ce qui m'aide moi, j'ai fait du sport, j'ai écrit, enfin, voilà. Alors que... T'as agi, Voilà, 20 ans après, j'ai vécu des trucs assez proches où là, j'ai mis des mois à m'en remettre parce que j'ai resté cloîtrée dans mon truc, à me dire que j'étais... Mais j'aime bien ce message-là, et peut-être encore plus venant de ta part, parce que malgré tout, tu restes une référence pour les gens. Tu sais, les gens croient qu'il y a un truc à atteindre, tu sais, une espèce de position. Non, c'est clair. Non. Le truc à atteindre, s'il y en a un, c'est d'atteindre un niveau de conscience, et là encore, il y a plein de niveaux de conscience. Hein, parce que ça, je parlais des êtres éveillés. Par exemple, eux, je pense qu'ils sont proches de la pure conscience. Donc eux, il y a même plus, il y a quelque chose qui doit être tellement holistique, tu vois, mais bon, voilà, on peut en parler que de manière abstraite. Mais déjà d'avoir atteint un premier niveau de conscience, de dire, ah ouais, là, je suis vraiment mal, et ça y est, je suis dans mon évitement, ça y est, je suis dans mon et je fais quoi? Mais c'est déjà énorme. Ah ouais, carrément. Il y a tellement de gens qui marchent en pilotage automatique, en fait, tu vois. Oui, et qui s'en rendent pas forcément compte. En fait. Et c'est normal, moi j'ai été longtemps comme ça.
Et ben, le premier niveau peut-être à atteindre, c'est déjà ça, c'est beaucoup. Ouais, c'est ça. Moi souvent je dis que je fais de l'hypnose non pas pour endormir les gens, mais pour les réveiller. Tu vois, parce que c'est vrai qu'on fonctionne comme des robots sur ça. Dans ce rapport au corps, pour parler d'attachement, est-ce que sur le sujet précis par exemple de la sexualité, est-ce qu'il y a une sexualité de l'anxieux, une sexualité de l'évitant? Est-ce qu'il y a des choses comme ça qui se jouent? Oui, ça c'est un sujet vachement intéressant, bien sûr. Puisque la sexualité, c'est le lieu de l'intimité, donc c'est un lieu dangereux pour notre système d'attachement. C'est là où va se rejouer, même si on n'a pas eu des traumas sexuels, c'est là où va se rejouer en fait nos vieux patterns d'attachement, anxieux, évitant ou désorganisés. Et c'est là où du coup c'est aussi un lieu de réparation. C'est pour ça que la sexualité c'est une voie, enfin dans le tantra c'est une voie principale. Et on devrait, je trouve, davantage parler de la sexualité comme ça en fait. Les anxieux, eux, vont considérer, voire utiliser, un mix de tout ça, la sexualité comme un moyen de rester en lien avec l'autre. Ouais, d'être dans la fusion avec l'autre. Comme ils ont besoin de parler, ils vont être plutôt dans une forme un peu plaintive ou victimaire parfois, parce qu'ils ont besoin du coup qu'on s'occupe d'eux. Ils vont utiliser beaucoup les moyens de communication, alors le smartphone, n'en parlons pas. Et la sexualité, quelque part, ça fait partie de tout ça. Et de faire l'amour avec l'homme ou la femme que j'aime, ça rassure en fait mes parties intérieures, insécures, en disant « Ah, je suis dans ses bras, c'est à moi qui fait l'amour, c'est qui m'aime. J'ai une attention, donc je veux quelque chose. » Et en même temps, il y a l'enjeu de performance. Alors voilà, c'est là où c'est évidemment complexe, parce que la sexualité, c'est un gros sujet. Donc, si l'autre, par exemple, me désire moins à un moment, si il atteint plus l'orgasme, si je sens comme, je sais pas, on fait plus l'amour comme d'habitude, enfin, 1001 problèmes qui peuvent arriver dans la sexualité, quoi. Et bien, l'anxieux, il va immédiatement l'interpréter comme ça va pas, c'est grave. Ouais. C'est à cause de moi, souvent ils vont penser que c'est à cause d'eux, que je ne suis pas assez désirable, et puis ils vont faire des scénarios assez vite. Il va voir ailleurs, elle m'aime plus, j'ai vieilli, du coup le corps, je sais pas quoi, tu vois. Donc ça va vite dans le cerveau d'un anxieux sur ce mode-là, et c'est du coup très éprouvant, avec souvent ce qui domine c'est culpabilité, doute, voire honte, donc difficile d'en parler. Et il faut en parler, parce que l'autre va dire mais non, mais en fait c'est juste que en ce moment tu sais avec ce qui se passe au boulot, en fait moi j'ai pas ça. Et puis ou c'est tout simplement en ce moment j'observe ça et je sais pas pourquoi non plus et c'est bien que tu m'en parles comme ça on va en parler parce que des fois on sait pas, plein de fois on sait pas. Voilà, donc ça l'anxieux c'est un gros sujet. Par exemple, je me souviens d'une femme que j'ai suivie longtemps, elle tombe enceinte. C'était un projet de couple, elle était super contente. Et en fait, son homme, qui l'aimait profondément, le fait qu'elle soit enceinte, ça a réveillé des trucs chez lui. Il n'arrivait plus à faire l'amour avec elle. Dès le début de la grossesse. Son corps n'était même pas encore vraiment changé. Mais voilà, pour des raisons qu'on n'a pas vraiment identifiées, mais c'était pas en thérapie, mais il ne pouvait plus en fait. Sûrement des choses de l'enfance, selon moi. Et elle, c'était le drame en fait, mais vraiment le drame. Donc il a fallu beaucoup travailler là-dessus, qu'elle puisse se distancier, etc. Ça voilà, ça c'est un exemple. Et elle avait une peur terrible qu'il aille voir ailleurs. Elle pensait que parce qu'il ne faisait plus l'amour, son premier scénario c'était il va voir ailleurs, c'est sûr. En plus elle avait un historique et à un moment il l'avait trompé, donc forcément ça n'aidait pas. Mais voilà, donc ça c'est ce qui peut se passer dans le cerveau de quelqu'un qui est plutôt anxieux. Quelqu'un qui est plutôt évitant, eh bien la sexualité est aussi un enjeu. Parce que là, on est proche de l'autre. Il y a vraiment le contact. On est dans une proximité, pour le coup, sur tous les plans. En tout cas, si on pratique des sexualités sacrées, on peut même rajouter la dimension de l'âme. Donc, tous les plans sont impliqués en sexualité. Et alors, l'évitant, ça peut le faire flipper, grave. Donc, c'est pour ça que lui peut désinvestir la sexualité à un moment quand justement il commence à s'attacher. Parce que tant qu'il n'y a pas d'attachement, c'est-à-dire d'engagement affectif, l'évitant il peut faire l'amour quelque part sans vraiment de problème ou d'enjeu parce que ça reste quelque part juste charnel, physique. Ouais, un bon moment. Voilà, un bon moment, c'est cool, mais vraiment sans que ça soit un truc dark et glauque, juste c'est. Mais à un moment en fait, je me rends compte que faire l'amour c'est aussi connecter deux corps, deux âmes, deux êtres, et l'attachement il vient. Et on sait d'ailleurs, apparemment, surtout pour une femme, c'est encore plus fort, il paraît-il.
Et bien là, il y a des enjeux. Et on peut, du coup, sans s'en rendre compte, se distancier de la sexualité en tant qu'évitant parce qu'il y a un enjeu d'attachement. Et ça peut aller jusqu'à, effectivement, aller voir ailleurs. Ouais. Et c'est là où c'est paradoxal, parce que, en fait, on peut aller voir ailleurs, parce qu'en fait, j'ai tellement peur de l'attachement qui est en train de se produire entre nous, que pour ne pas vivre ça, je vais quelque part saboter, hein, parce que aller voir ailleurs, c'est quand même une bonne manière de foutre en l'air son couple, évidemment, pour m'éviter, en fait, l'engagement qui est en train de se produire. Et ça, si on ne prend pas conscience, ben, on va droit dans le mur. Et puis c'est dommage, on peut vraiment détruire un couple, et ça m'émeut parce que moi j'étais touchée par ça, alors qu'en fait c'est des enjeux d'attachement à la base. Je suis d'accord. Et même dans le cas de la tromperie, ça peut être aussi l'anxieux qui va chercher une nouvelle source d'attachement, tu vois, pas forcément l'évitant qui fuit l'engagement, mais l'anxieux qui a ce besoin et qui sent peut-être une distance dans son couple et qui va aller s'attacher ailleurs en se faisant croire que... C'est ça, pour se rassurer. En fait, l'attachement, c'est toujours une sorte d'être rassuré, de rassurer le petit garçon et la petite fille qui a manqué. C'est un stress, c'est ça, c'est un stress, c'est du système nerveux, c'est des réflexions. Et ben, la sexualité, ce sera encore plus vrai, en fait. Et c'est là où il faut d'autant plus en parler, dégoupiller le truc, trouver... des voies de rencontre qui ne soient pas trop stressantes ni pour l'un ni pour l'autre. Comme tu le disais, je te rejoins là-dessus, la sexualité est un endroit où se joue et il y a encore plus de peur, et pour le coup c'est un endroit où il peut y avoir encore plus de réparation. Et toujours est-il qu'il faut que les gens justement communiquent. Pour le coup, la sexualité, ça reste quand même un sujet qui est encore, même si on en parle de plus en plus, ça reste encore quand même tabou, c'est des sujets que les couples abordent très peu. C'est sûr. Oui, alors je pense encore plus à notre ère, hein. Mais bon, la génération de nos parents, c'était d'autres problèmes, mais aujourd'hui, je crois qu'il y a quand même une vision bien déformée de la sexualité, hein, performance, pornographie, tout ça. Et en même temps, j'observe qu'il y a je vais pas dire un renouveau, mais il y a aussi un nouveau courant qui arrive. On n'a jamais autant parlé aussi de la sexualité sacrée, le tantra, pareil que ça se développe beaucoup. Enfin, donc il y a, de manière générale, hein, tout ce qui est psychospirituel en ce moment. Donc il y a une ouverture. Et c'est une voie magnifique. On a beaucoup parlé, ou on parle beaucoup, tu vois, quand on parle de troubles de l'attachement, ça me fait penser aussi, par exemple, aux troubles du déficit d'attention. On parle souvent des points négatifs. Ce serait quoi pour toi les points positifs, par exemple, d'un attachement anxieux, les points positifs d'un attachement évitant, voire désorganisé, s'il peut y en avoir? Ce serait quoi les qualités de ces attachements-là? Alors, juste avant, un petit point sémantique, mais normalement, on ne devrait jamais utiliser l'expression trouble de l'attachement. Parce que les troubles d'attachement, c'est un langage de psychopathologie, ça s'utilise en pédopsychiatrie pour des gamins qui ont vécu des choses très graves. Par contre, blessure et trauma d'attachement, oui. Bon. En tout cas, effectivement, on en parle beaucoup sur le versant, il y a des problèmes, hein, tout ce qu'on a dit. Alors, l'autre côté, parce que j'aime beaucoup ta question, parce que c'est comme les pièces de monnaie, quoi. Il y a toujours deux versants. Pile et face, il y a toujours deux versants. Donc, l'attachement anxieux, c'est souvent des personnes qui sont empathiques, évidemment attentives à l'autre, elles sont même trop attentives à l'autre, hein, mais qui ont le regard ouvert, je trouve, vers l'extérieur en général, vers les autres, qui vont souvent être d'ailleurs dans des professions de relations d'aide, beaucoup, qui ont envie que les autres aillent bien, aussi parce que ça conditionne leur bien-être, hein, mais il n'empêche qu'il y a ça, qui sont souvent, moi je trouve, plus généreux, qui vont donner de leur temps, là aussi parfois trop, et qui vont avoir plus le sens de l'écoute, c'est sûr, hein, plus l'appétence pour connaître l'autre, on l'a dit tout à l'heure, elles vont souvent venir dans le cabinet de psy, mais c'est aussi eux qui lisent beaucoup les bouquins de développement personnel, de psycho, etc. Donc ça, c'est le bon côté des anxieux. Le bon côté des évitants, souvent, c'est des personnes plutôt efficaces, rationnelles, pragmatiques, qui avancent dans la vie. Donc, souvent, c'est des gens qui font avancer les projets, par exemple, dans une équipe, ou même dans un couple. Un couple, c'est une petite équipe, qui s'attardent moins sur les émotions, de fait, ils en ont peur. Et c'est bien aussi parfois d'être sur un versant plus, qu'est-ce qu'on fait là? Il faut avancer. Hein, alors que l'autre, par exemple, plutôt anxieux, va dire oui, mais il faut d'abord parler. Oui, il faut parler, mais des fois, il faut agir. Donc ça, c'est le bon côté de l'évitant, qui est, s'il n'est pas trop évitant et pas trop, figé dans sa dissociation, parce que là, ça peut annihiler toute action, mais être plutôt sur ces versants-là. Ouais. Dans un couple, on a souvent les deux polarités, hein, c'est assez courant.
et ben on a les deux bons côtés. C'est-à-dire que l'anxieux, il va plutôt dire non mais moi je vais pas bien et j'ai besoin qu'on parle de ce qui va pas. Alors je t'emmène chez un thérapeute de couple hein, et on y va. Parce que moi sinon j'en peux plus, ça va pas du tout. Bon, bah là il y a... Et 8 ans disparaît pendant 3 jours. C'est ça. Mais au bout de 3 jours, il n'y a rien dit. Bon. Allez, hein, ça serait quand même dommage de tout gâcher, on y va, allez, je prends un rendez-vous, puis on verra bien. Mais boum, bah super. Moi j'ai tendance à dire que les anxieux, ils sont bons dans la forme. Tu vois, ils sont bons dans la forme des choses, dans la démonstration. Ils sont socialement vachement admis, tu vois, dans cette forme d'amour, de démonstration, de romantisme même. Et l'évitant, moi je le trouve très bon dans le fond en fait. C'est une conviction personnelle, j'ai l'impression que l'évitant, il est presque plus proche de ce que j'appelle l'amour inconditionnel. Parce qu'il n'y a pas cette notion d'attachement ou d'appartenance, de lien. Pour reprendre la phrase de Gabor Maté, tu sais, il dit que c'est un équilibre entre un besoin d'authenticité et un besoin d'attachement. J'ai l'impression que l'anxieux est très déséquilibré, je mets des grands guillemets, sur ce côté de besoin d'attachement, quitte à oublier son authenticité. L'évitant, qui est peut-être trop extrême dans son authenticité, oublie un peu ce Ah ouais, mais moi je serais pas d'accord pour dire que les évitants, ils sont extrêmes dans l'authenticité. Parce qu'ils cachent beaucoup de choses quand même, tu vois, et ils peuvent être en faux self. Quand les deux peuvent être en faux self. Oui, mais à nouveau, c'est parce que tu vois pas beaucoup les grands évitants. Hein, les grands évitants, il y a des faux self massifs et ils sont très très loin d'eux-mêmes. Donc ils sont pas authentiques. Hein. Je vois ceux dont tu parles. Hein, c'est les personnes qui sont pas tant évitants. S'ils viennent voir un thérapeute, c'est qu'ils ne le sont pas tant à nouveau. Qui peuvent être effectivement dans des recherches spirituelles, c'est vrai, et du coup ça amène quand même ça, je trouve. Et on va pouvoir aller dans le fond, si on passe assez vite leurs barrières, qui sont des barrières de confiance. En fait, il faut qu'ils nous fassent confiance. Quand on gagne la confiance en tant que thérapeute d'un évitant, effectivement, je suis d'accord avec toi, moi aussi j'adore suivre des personnes évitantes pour ça, parce qu'on peut aller très vite dans les profondeurs. Mais à nouveau, c'est pas les grands évitants. Et les anxieux qui sont pas trop anxieux, tu peux aussi aller dans les profondeurs assez vite. En fait. D'accord. C'est des histoires de degrés. Bah, comme tu disais, si tu crées cette relation thérapeutique, pour moi, ce qui est thérapeutique, c'est la relation qui va se jouer. C'est ça. Tu peux aller, très vite, très loin avec l'un ou avec l'autre. Justement, est-ce que, parce qu'on se posait la question hier, est-ce que c'est possible qu'une personne qui a eu un attachement sécure, ce qui est une minorité de personnes au final, on s'en rend compte, bascule sur un attachement insécure? Oui, c'est une bonne question. Alors, tu sais, pourquoi tu dis qu'il y en a peu? Parce que vous en voyez peu. Ouais, c'est biaisé peut-être. C'est comme tu vois, les chiffres, on dit 50%. Oui, moi, j'ai plutôt tendance à dire moins de 30%. Alors ça, c'est aussi un sujet sur lequel j'aime bien parler. Parce que les chiffres, on a 50 ans d'études, 80 ans quand même, hein, ils disent 50%. Bon. On est beaucoup à penser que c'est surestimé. Bon, mais déjà, il faut savoir qu'on a notre biais. En tant que thérapeute, on voit grande majorité d'insécures. Mais même si on essaye de mettre de côté ce biais, moi, je crois quand même que l'attachement chez l'adulte, on n'arrive pas à bien l'évaluer. Et c'est pour ça qu'à mon avis, le 50%, il n'est pas tout à fait juste, parce qu'il y a des défauts de méthodologie, on dirait. Mais il y a quand même, je sais pas, je ne m'avancerai pas sur les chiffres, mais il y a quand même une grande part de la population qui est sécure. Ça, c'est vrai quand même, il faut le dire. Il y a des gens, on ne les croise pas quand on est thérapeute, et on ne les croise pas dans nos vies perso non plus, parce que quand on est thérapeute, on a tous des histoires d'insécurité, donc on va aussi attirer des gens qui, en tout cas, étaient insécures longtemps, qui sont en voie de se sécuriser comme nous. Donc on ne voit pas non plus dans notre vie perso. Donc en gros, il y a toute une frange de la population qu'on ne voit pas vraiment, et qui vont plutôt bien en fait, qui ont vécu des enfances assez tranquilles, par exemple de blessures, parce que tout le monde en a, mais globalement ça va. Ils ont eu des parents, ils étaient plutôt bien, la plupart du temps, ils ont fait des erreurs, mais ils ont réparé. Il n'y a pas eu d'événements majeurs, pas d'accident, pas de deuil, tu vois, tranquille. Et ça donne quand même des adultes qui démarrent dans la vie plus tranquille, plus confiants. Un peu naïf par contre, hein, ça on y reviendra après peut-être. Et l'attachement insécure d'origine, on dit parfois qu'il est naïf. L'attachement insécure naïf, parce qu'il y a un peu... Le mal ne peut pas exister. Un peu ça. Et ils vont être plus souvent victimes des manipulateurs. Enfin non, c'est pas vrai ce que je dis. Ils vont pas être plus souvent victimes, mais ils peuvent être victimes de manipulateurs. Ça, c'est un sujet intéressant, on y reviendra si vous voulez. Mais pour revenir à ta question, Laetitia, bien sûr qu'on peut basculer
du côté sombre de la force. C'est-à-dire de la sécurité à l'insécurité. Oui, ça arrive. Ce qui va créer ça, ça peut être des adversités extérieures, on va dire. Donc, accident, par exemple, accident de voiture, accident de vie en général. Des deuils un peu voilà, qui tombent sur le coin de la figure. Ça peut être des catastrophes aussi naturelles, des guerres, des choses comme ça. Même dans notre pays, on a moins ça, mais des intempéries massives comme il commence à y en avoir. Je veux dire, si tu perds tout d'un coup, si tu étais sécure, bonjour le choc. Hein, mais pour le coup, tu n'as pas l'habitude de... c'est ça. Oui, c'est ça. Voilà. Donc ça peut être des adversités, on va dire, extérieures aux relations, et puis ça peut être des relations toxiques. Et donc ça arrive de tomber sur quelqu'un qui voit un peu le côté naïf de la personnalité de cet individu et qui va en profiter. Hein, parce que sans aller dans la perversion, parce que la perversion c'est encore autre chose, c'est assez rare finalement les pervers, heureusement. Mais par contre des gens qui sont toxiques et manipulateurs, il y en a. Et qui peuvent inconsciemment, hein, parce que quand c'est conscient, c'est de la perversion. Quand c'est inconscient, on ne parle pas de perversion, mais il y a des gens qui inconsciemment vont aller aspirer l'énergie des autres, vont aller les utiliser. Et ça peut abîmer beaucoup quelqu'un qui était sécure. Quand ça a duré dans le temps, en fait. Hein, quand on reste quelques mois avec quelqu'un qui était toxique, ça va pas insécuriser quelqu'un, parce que justement, ça n'aura duré que quelques mois, parce que la personne, elle aura sûrement dit... en fait, ce mec, ça me va pas. Ou il aura entendu le copain qui lui dit, tu sais, ta nana, ton mec, je le sens pas. Ah bon? Et puis d'observer, puis de se dire, ouais, elle a raison, et je m'en vais, quoi. Donc, c'est pour ça que ça arrive pas si souvent, mais ça peut. Et c'est là où la naïveté intervient, c'est là où, en fait, ce qui va se produire parfois, c'est que la personne sécure, elle va croire que si elle aime l'autre, elle va guérir. Ça, c'est le la grande zone aveugle des personnes qui sont sécures innées, d'origine, ça c'est des mots un peu bizarres, mais qui vont croire que à force de patience, d'amour, d'attention, elle va changer. Hein, il parle mal, mais avec ce qu'il a vécu, situation le répare. Ouais, voilà. Avec ce qu'il a vécu, c'est normal, il sait pas faire, mais son père, sa mère, Sauf que, en fait, parfois, il y a des situations où l'autre ne changera pas, déjà ça existe, ou changera tellement lentement qu'en attendant, c'est le sécure qui douille et qui va perdre en fait sa sécurité, sa confiance en l'autre, et va commencer à s'écarter, hein, donc plutôt sur un mode évitant, ou au contraire à devenir de plus en plus anxieux, tu vois, et dans un truc qui est insécure aussi. Et ça se voit, c'est pas courant quand même, hein, mais ça se voit. Parce que tu vois, justement, on se disait, mais finalement, une personne qui est sécure, innée, elle va pas attirer et être attirée, mais c'est une croyance, hein, être attirée par des personnes qui sont insécures. Enfin, oui, globalement, c'est vrai. Même au niveau de la vibration, de l'énergie que va dégager la personne, il y a ce côté, elle va attirer et être attirée par des personnes qui ont ce sécure aussi. C'est tout à fait vrai, mais c'est ça, majoritairement, c'est ça. Comme les insécures vont attirer des insécures, parce que il y a comme une reconnaissance énergétique, il y a comme quelque chose de familier. Il y a les blessures qui se retrouvent aussi. Par exemple, tu vois, si on prend l'exemple extrême des désorganisés qui vivent dans un chaos parce qu'ils ont vécu le chaos, ils connaissent que ça. Donc ils vont attirer des gens qui sont dans le chaos, même si c'est répéter des traumas, au moins je connais. Je sais ce que c'est de se crier dessus, de se battre. C'est ma normalité. C'est ma normalité. Même physiquement, pour revenir au physique, mon cocktail hormonal, il est habituel, je suis dans ma... Donc, insécure attire les insécures et sécure attire globalement plutôt les sécures. Mais tu sais, il y a des exceptions. Il y a aussi des personnes sécures qui vont à un moment être attirées par un côté bad boys, tu vois. Donc ça veut dire qu'il y a quand même une part qui n'était pas si sécure peut-être, tu vois. Ou, je sais pas, il y a des hasards de la vie, hein, tout s'explique pas non plus par la psychologie, hein, c'est clair. Et là, il peut se produire ça. Comme l'inverse peut se produire aussi. Hein. Quelqu'un d'insécure peut aussi à un moment croiser la route de quelqu'un de plutôt sécure et qui va lui faire un bien fou. Je pense à une dame que je suivais en CMP, donc en psy, donc quelqu'un avec des troubles, hein, pour le coup, très désorganisée, évitante, vraiment pas bien, sur plein de plans. Et en fait, donc je la rencontre, elle a 40 ans pour passer cette dame, elle a l'âge, elle ne peut pas bosser, enfin, multiples problèmes. Et dans tout le chaos de sa vie, il y avait un îlot de sécurité, c'était son mari, qu'elle avait rencontré quand elle avait 16 ans. Et ils s'étaient rencontrés
en alternance, ils étaient tout jeunes, sortis de parcours compliqués scolaires et tout, et ils s'étaient trouvés là. Et lui était abîmé aussi, mais quand même il allait mieux qu'elle. Il y avait quelque chose en lui, hein, il y a comme ça des résiliences aussi à des endroits un peu spontanés, je crois, qui étaient posés, calmes, hein, avec des moments où il pouvait un peu partir en live, mais pas trop en fait. Et donc ils font couple à 16 ans, ils se sont jamais quittés. Et moi quand je la rencontre, donc ça fait plus de 25 ans qu'ils sont ensemble. Et le fait d'avoir rencontré cet homme, qui allait mieux qu'elle, hein, qui était quand même plus stable, et qui soit resté avec elle toute sa vie, ils ont eu 3 enfants, ils ont une histoire de couple, franchement, pas trop mal, quoi, vu le tableau, eh bien, elle avait une base. Hein, et donc ça lui a permis de pas trop partir en live. Hein, ça aurait pu être pire, la vie de cette femme, hein, vu son histoire. Donc ça existe aussi dans l'autre sens, tu vois. Moi, j'appelle ça des îlots de sécurité, quand c'est dans le bon sens, et puis dans l'autre sens, ce sera plutôt des îlots un peu d'insécurité, de désorganisation, qui peuvent se réveiller sans qu'on les connaisse. C'est pour ça que l'attachement, en fait, on décrit toujours les 4 catégories, mais vous voyez, avec tous ces exemples, c'est tellement complexe. On a des parts. Moi, je dis toujours que on a 4 parts à l'intérieur de nous, un peu comme une table de mixage hein, d'un DJ. Là, il y a 4 gros boutons, et c'est les 4 curseurs. Sécure, anxieux, évitant, désorganisé. Alors, évidemment, on n'a jamais les 4 en haut, les 4 en bas. Ça va toujours. Pas possible. Mais voilà, selon ce qui se passe, tu vois, tu peux être longtemps dans l'anxiété, par exemple, un peu d'évitement, et puis de temps en temps, tu bascules dans la désorganisation si tu vis un drame. Bon. Et puis petit à petit, tu bosses sur toi. Donc déjà, t'es quand même, hein, ça se désorganise moins dans les moments difficiles. L'évitement, il baisse un peu, l'anxiété, la sécurité qui monte. Puis ça dépend des domaines. On peut être sécure au boulot, par exemple, quand on est thérapeute, truc classique. En tant que thérapeute, souvent, en tout cas quand on a un peu d'expérience, qu'on a un peu bossé sur nous, on arrive à être sécurisant pour les autres. Il y a un endroit où on est stable. Et c'est même très étonnant. Enfin, moi, qui navigue dans la thérapie depuis longtemps, je vois des thérapeutes qui sont des bons thérapeutes et qui sont sécurisants pour leurs patients. Et je sais. Tu ne serais pas couple avec eux, quoi. Et leur vie perso, c'est autre chose. Ben voilà, par exemple, tu vois. Où tu peux être globalement sécure avec tes gamins, parce que tu as vachement bossé ça, parce que tu as été bien sécurisé par tes parents et tu veux jamais reproduire. Moi, c'était mon cas aussi à un moment où, pour mes gamins, je me suis vraiment déployée en fait des traits en gros de résilience, parce que je voulais aller mieux pour mes enfants. Est-ce que tu connaissais déjà les attachements quand tu non. as eu ce... Non, quand je suis devenue mère, non. Non. Mais tu as eu cette pulsion. Mais déjà, j'étais en thérapie, donc voilà. Mais par contre, je ne connaissais pas encore l'attachement. Mais quand j'ai connu l'attachement, j'étais jeune mère. Et j'ai dit, waouh, c'est quoi ce truc? Ça fait un peu. Et là, au début, je me suis répandue en flaque en disant, mon Dieu, j'ai tout merdé. Oh mon Dieu, vu mon enfance, je n'y arriverai jamais. Voilà, tu vois. Décomposition, désorganisée, mon niveau de désorganisation, tu vois. Et puis après, je me suis récupérée, comme j'avais quand même une petite part sécurité. Au secours. Au secours, aidez-moi. Elles sont venues, elles m'ont repêché. Et elles m'ont dit, ça va les Gwen, on va bosser, tu vas continuer la thérapie, mais maintenant tu vas faire des trucs plus corporels. On va s'attarder à ce gros sujet de l'attachement. La preuve, plus tard, c'est moi qui ai fait tu vois, et du coup, je suis remontée, tu vois. Donc on a des parts, en fait. Et selon les domaines, on peut être par exemple plus sécure avec ses enfants et être encore bien désorganisé en couple. Par exemple, quand il y a eu des abus sexuels, par exemple. Tu vois, ça c'est typique. Où tu peux aller mieux avec tes enfants parce que tu as beaucoup bossé de trucs, ça va mieux, tu as pris tous les cours de parentalité du monde, tu fais vraiment... Voilà. Et puis tu as bossé l'enfance, les parents et tout. Mais s'il y a eu des abus sexuels et qui ne sont pas encore résolus, par exemple la sexualité peut longtemps être très très compliquée. C'est pas la même confrontation relationnelle. Non, c'est ça. En parlant des enfants, justement, est-ce que tu observes l'attachement de tes enfants comment tu le vois comment tu le vois Alors déjà de manière anxieuse. C'est vrai. Au début, forcément, tu te dis, oh, mon Dieu, j'espère que mes enfants vont aller bien. Et puis alors dès que tu vois qu'ils sont un signe d'anxiété ou d'évitement, on dirait ça y est. Déjà, voilà, c'est ma part anxieuse. Ma part évitante peut à l'inverse se rationaliser, en disant mais non, tout va bien, pour mettre le pendant. Bon, même ma part sécure, parce que c'est à partir d'elle qu'il faut analyser les choses. Là, je plaisante, mais à partir de la part sécure, c'est là où vous allez vraiment voir les choses, en fait. La part sécure, c'est la partie qui est dans la fenêtre de tolérance, qui est calme et qui peut mentaliser, qui peut penser, et c'est à partir d'elle qu'il faut observer, par exemple, ses enfants. Et de se dire, bon, mes enfants, si je devais les évaluer, si j'étais pas leur mère, mais un thérapeute, qu'est-ce que je dirais? Et bien là, oui, je vois que, moi, ils sont ados, les miens, maintenant, ils ont 15 et 17 ans.
Et je vois quand même que pour le coup, hein, je vais m'envoyer des fleurs de minutes quand même. J'ai quand même bien bossé. Hein, ouais. Et puis ils ont un père aussi qui tient la route à plein d'endroits. Et puis même si on est séparés, je suis séparée du père de mes enfants, mais on a bien bossé aussi. On est un meilleur couple parental qu'on était en couple. Bref, et que globalement, là, ça devient des ados plutôt sécures. Et je le vois à quoi? Je le vois émotionnellement, ils vont plutôt bien, mais surtout, ils sont dans une phase où maintenant, ils s'ouvrent vraiment vers l'extérieur. Et du coup, j'analyse ce qu'on appelle le système d'exploration, hein, qui désigne en fait notre élan, là aussi vital, inné, d'aller vers l'extérieur. Et ça démarre dès tout petit. Hein. C'est le petit qui est content d'aller à l'école, par exemple, parce qu'il va découvrir le monde. Et là, moi, mes gamins, ils pensent à leur vie d'après, à leur orientation, à ce qu'ils ont envie d'apprendre. Ils ont surtout envie pas tant de s'orienter à la fac ou dans une école, mais ils ont surtout envie pour mon aîné, par exemple, de voyager, d'exprimer des trucs. Moi, mon aîné, par exemple, il est en train de commencer des trucs sur Instagram, il veut faire des choses de son âge. Ça, c'est les systèmes d'exploration. Ou mon deuxième, qui a 15 ans, qui fait des pâtisseries de dingue, qui crée aussi une marque de vêtements en ce moment alors qu'il a que 15 ans. Enfin, ça, c'est de l'exploration. Et je me dis que s'ils font ça, mes gamins, au niveau de leurs 15 et 17 ans, pour le coup, c'est qu'ils sont donc dans l'exploration et c'est que leur sécurité d'attachement est plutôt bonne. Ouais, pour revenir sur le système nerveux, comme tu disais, si tu es stressé, tu vas plutôt être figé et en repli, alors que le côté parasympathique de rentrer en relation, d'explorer, d'ouvrir. Est-ce que si tu pouvais changer un truc justement dans l'apprentissage des gamins, ou parce qu'on n'apprend pas la relation, tu vois, ces théories, comme tu dis, elles ont quand même 50 ans, j'ai pas l'impression qu'elles soient très appliquées dans nos sociétés aujourd'hui. Si tu pouvais changer un truc, toi, qu'est-ce que tu apporterais ou qu'est-ce que tu changerais par rapport à l'éducation des gamins? La base, c'est leur apprendre les émotions. C'est vraiment simple ce que je dis, mais en même temps, étant donné qu'on est des êtres émotionnels, parce qu'à la base, on est des animaux, on a un système nerveux qui se déclenche. Quand on va pas bien, et ça va créer chez nous des émotions. D'abord la peur, et puis après ça va se complexifier jusqu'à la culpabilité, la honte, etc. Et en passant par tristesse, colère. Et joie aussi, bien sûr. Si on apprend à ces jeunes, aux enfants, à écouter leur corps, à savoir que un truc qui se crispe là dans mon ventre, c'est la peur, hein, ou que quand j'ai envie d'aller taper, c'est que je suis en colère, hein, ou que quand je me sens tout mou et que j'ai plus envie de rien, ça s'appelle la tristesse par exemple, et que tout ça c'est normal, c'est bienvenu, et qu'on met des mots dessus, et qu'avant d'aller donner des conseils de il faut faire ci comme font beaucoup d'adultes, mais non, t'as pas peur, il suffit de réviser pour ton évaluation de demain et ça ira très bien. Non, d'abord d'écouter ça. On ferait des progrès énormes parce qu'en fait, c'est la base de notre construction physiologique et donc psychologique. On est avant tout une physiologie et après on devient une psychologie. Donc faire un grand discours à un gamin qui fait un caprice, ça marche pas évidemment, on le sait. Ouais, parce que tu vois, on voit arriver des fois des gens qui nous amènent des gamins. Alors c'est des demandes en perso, je crois qu'il y a toujours. Mais à 2 ou 3 ans, en disant il ne sait pas gérer ses émotions. Je vous emmène mon fils, il ne sait pas gérer ses émotions. Déjà, je déteste le mot gérer les émotions. C'est comme tu gères un agenda, tu gères une to-do list. On gère un agenda et une to-do list, ça c'est vrai. Mais on ne gère pas les émotions. On régule, on apprend à connaître les émotions, à les vivre, à les traverser. Je préférais qu'ils me disent est-ce que vous pouvez m'aider à aider mon gamin à ce qu'il puisse vivre ses émotions, à les traverser, à en faire quelque chose de plus tranquille. Ah oui, je signe. Mais gérer, non, dans ce cas-là, il va avoir un gestionnaire. Ouais, c'est clair. Mais j'aime bien ce côté, tu vois, comme tu disais, sécure. L'anxieux est peut-être trop près d'une situation, l'évitant peut-être trop loin, et le sécure, en fait, c'est une espèce de curseur qui va jongler entre suffisamment près pour être peut-être au contact d'eux, sans être non plus accroché, et pas trop loin non plus pour... C'est un balancier. C'est un peu aussi comme un accordéon, tu vois, ça se plie, ça se déplie. C'est comme tout dans la vie, c'est toujours une histoire d'équilibre, de mouvement entre deux polarités. Il n'y a pas de fixe. C'est ça, le bien, le mal, le féminin, le masculin. Moi, je suis beaucoup inspirée par la psychologie de Jung. Il ne parlait que de ça, de la conjonction des polarités, la conjonction des contraires, qu'on est des êtres multidimensionnels et qu'on navigue dans des spectres. En fait. Pour finir sur une note peut-être un peu plus légère ou plus
On s'était dit, tiens, si tu devais citer par exemple un film, une musique, un livre qui te fait penser à l'attachement anxieux, l'attachement évitant, l'attachement désorganisé, qu'est-ce qui te viendrait en tête comme ça? Bah alors déjà, il faut dire que tous les films et toutes les séries, c'est que des histoires d'insécure. Hein. Franchement, ah oui, c'est on n'écrit pas un scénario. C'est pas intéressant. C'est pas intéressant. Ça serait dans l'ennui mortel, ça marcherait pas au box-office. Donc, alors les séries, c'est encore plus vrai parce qu'il faut vite attraper. Donc t'as que des borderline, des trucs chaotiques. Le film, par exemple, mais c'est un biopic, mais le biopic sur la vie d'Amy Winehouse, par exemple, ça, si on veut comprendre l'attachement désorganisé, waouh, c'est vrai. Mais la vie de cette femme, c'est tellement chaotique. Et en film, hein, pour ne pas citer que quelqu'un qui a existé, 37 de matin, alors ça remonte un peu, je ne sais pas si tout le monde aura la ref. Je l'ai vu mais il y a longtemps, ça date. C'est un film qui date des années 80-90. Donc, bon, voilà, c'est mon âge. Et c'était un film incroyable avec Béatrice Dalle. C'est Béatrice Dalle, je cherchais son nom. Et c'est le portrait d'un couple où elle est complètement désorganisée, ça finit en drame. Et on voit entre les deux comment ça se déchire, ça s'aime, ça... C'est passionnel. Donc c'est très passionnel. Dans les plus récentes, à Mon Roi, avec Vincent. Là, c'est carrément la relation. Oui, alors là, il y a même... A priori, il y a de la perversion là-dedans, mais il y a de ça. Hein. Alors ça, c'est un bon exemple. Tu vois, Mon Roi, pour moi, si je l'analyse, je trouve que le personnage féminin, elle est plutôt sécure, cette femme. Ouais. Bon, elle a des îlots de désorganisation, c'est sûr. Hein, sinon, elle ne tomberait pas amoureuse de ce gars. Mais... globalement, tu vois, elle fonctionne bien à plein d'endroits dans sa vie, elle a des amis, elle a un boulot, elle est connue. Tu vois qu'elle est cognitivement, ça roule bien là-haut. Et en fait, elle tombe complètement dingue de ce mec à un endroit obscur de sa vie, forcément qui est réactivé là. On ne sait pas vraiment lequel, c'est pas dit dans le film. Et après, on voit tout le reste. Bon, lui, pour le coup, est franchement très insécure, un bon désorganisé évitant selon mon analyse, et peut-être pervers, ça dépend un peu de la lecture qu'on fait du film. Quoi. Voilà, après les films sur les évitants purs, il n'y en a pas trop vraiment parce que. Mais la combinaison des deux, oui. On en a vu un il n'y a pas longtemps que je trouve. Peut-être faudrait que tu le regardes et me donner ton avis. Julie en 12 chapitres, qui est passée à Cannes. Pour moi, une évitante. Tu vois, c'est le parcours d'une jeune étudiante qui réussit bien et elle commence par médecine, puis elle décide d'arrêter, elle veut aller dans la photo, puis elle décide d'arrêter, elle veut aller dans. Et dans ces relations, il y a ce côté un peu évitement, je trouve. Tu vois, très léger, des déceptions, mais tu vois là ce côté de l'évitant qui malgré la séparation garde une espèce de profonde affection pour ses partenaires passés et autres. Il y a Julie en 12 chapitres je dirais pour l'évitement. L'anxieux, ne me quitte pas, tu sais. Ça c'est sûr, on est d'accord. Après je pense à un bouquin d'Arnaud Rioux qu'il a écrit, c'est un roman mais je ne mets pas le titre, où ça parle plutôt d'un évitant qui est comédien, donc il a un faux self, il manie bien les émotions sur scène et il décrit qu'à côté, en fait, il est complètement déconnecté de lui. Et petit à petit, il va faire un chemin de descente à l'intérieur de lui, qui est vraiment bien pour le coup, qui montre comment il souffre en fait de cette façade qui donne à tout le monde et qui est juste un masque. Et que dedans, ça montre qu'évidemment, les évitants, ils sont pleins d'émotions refoulées. Et que peu à peu, il va faire un chemin vers lui. Le sécure, je sais pas pourquoi j'ai eu cette image-là, je voyais du Marcel Pagnol, quoi. Oui, ça peut, Le château de ma mère, oui, ce côté, la famille parle, ils échangent. Oui, c'est vrai. Ça fait très côté... Oui, un peu la famille Ricoré, quoi. la petite maison dans la prairie. Oui, la petite maison dans la prairie, un peu, ces petites séries des années 80, un peu... Moi, le côté sécure, alors je pars sur un truc complètement... je vois la famille Adams. C'est un côté très je connais pas assez en fait. Mais c'est une famille qui est très sécure dans ils sont solitaires. Ils sont très famille. Ouais, la sœur essaye de tuer son frère en permanence. Mais en même temps, quand la mère voit que la sœur essaye de tuer son frère avec une hache, elle lui propose une tronçonneuse. Ah oui, il y a un côté très extrême. C'est le côté jungien où les extrêmes se ressemblent. Dans un autre extrême, il y a une cohérence familiale, on va dire. C'est ça, exactement. C'est ça. Mais ça, c'est un truc, et on finira peut-être là-dessus, parce que moi, à un moment donné, je me suis demandé, tu vois, justement, comme tu dis, parce que tu vis quelque chose de difficile, tu dis, putain, tout le boulot que j'avais fait, en fait, je me suis berné. Et en fait, je me suis aperçu que la forme d'attachement que j'avais était très, très proche
de ce que tu pourrais appeler de l'extérieur une dépendance affective, ma façon d'aimer, mais qu'en fait, ça n'avait rien à voir. Je suis pas très clair. Non, je suis pas demandé la question. Est-ce que tu peux recommencer? D'un point de vue extérieur, je me suis dit putain, en fait, je suis encore complètement dépendant affectif, etc. Et en fait, pas du tout. Je ne peux pas me juger sur cette forme-là. C'est ma façon d'aimer. Tu vois, d'être très, par exemple, tu disais les anxieux, ils donnent beaucoup, etc. Oui. Ma façon sécure de donner de l'amour, c'est aussi d'accord, très dans le don. Sauf qu'il y a la différence aujourd'hui, c'est qu'à une époque, j'avais pas justement ce côté limite ou ce côté trop. Oui. De l'extérieur, c'est la même chose, mais de toi, l'intérieur, tu c'est es complètement différent. Oui, absolument. Oui, c'est vrai pour les anxieux, je suis d'accord. Mais après, il y a des comportements qui sont objectivables, en fait, et visibles. Ouais. Quelqu'un qui est vraiment encore, tu vois, pris dans son anxiété et dans une dépendance affective, enfin, ça se voit quand même, tu vois, il y a des trucs où tu peux pointer. Oui, quand même. Oui, je suis d'accord. Il y a plus ce recul-là. Ouais, quand même. Mais après, en fait, ce que tu dis surtout, c'est que dans la richesse peut-être de cette polarité anxieuse, ce qui était au début une dépendance affective peut devenir une richesse parce que c'est une manière d'aimer. Et puis le côté de ne pas forcément chercher une forme extérieure qui serait définie par un spécialiste, par un livre, par un truc, mais plus par une appropriation de ça. Et de son spectre justement, de ses curseurs, et de se dire là je suis ok, là je suis pas ok, et plutôt que de chercher une validation extérieure de ça c'est bien et ça c'est mal. Mais on va boucler peut-être là-dessus, mais du coup ça rejoint notre point sur la guérison en fait. Parce que la guérison, tu vois, c'est pas d'être vraiment en paix avec nous, nos fonctionnements, et ça inclut forcément des fonctionnements qui des fois, sont peut-être encore un peu vifs, écorchés, extrêmes, mais tellement moins souvent, tellement peu. Et puis c'est aussi un peu notre couleur. Et c'est vrai pour tout. Par exemple, moi je suis une hyperactive, je suis devenue hyperactive parce qu'il fallait que je survive, et aussi parce que c'est mon tempérament. Et aujourd'hui, il y a des moments, je vois bien que je peux repartir dans mon hyperactivité. Parfois, je sais que c'est parce que c'est défensif, c'est-à-dire que en ce moment, je suis pas très bien, donc j'ai besoin par exemple, de bosser. Mais je le sais, je le vois, et c'est ok. Et que c'est moi, en fait, c'est ma couleur, et ça donne aussi plein de choses super. Quoi. Un peu à la Jung, quoi, cette individuation avec cette reconnaissance des ombres. L'ombre et la lumière. C'est ça. Et moi, je me méfie vachement des discours un peu new age, ou tu vois, où voilà, faudrait tout le temps être dans la lumière. Non mais allô quoi. Ouais, en fait tu mets de côté une part de toi qui est aussi importante que l'autre, et finalement, bien souvent les personnes qui vont prôner ce genre de discours vont vraiment incarner le côté très sombre. Il va y avoir ce truc sous-marin, très très sombre, et finalement c'est là où tu vois que en fait ils veulent pas accueillir cette part d'eux, mais elle transpire de. C'est l'église du 22e siècle, quoi. Tu vois, c'est la valeur morale qui est aujourd'hui spirituelle. Oui, c'est le contournement spirituel. Bon là on peut en parler aussi. Ouais, c'est clair. Bon, merci Gwenaëlle, c'était passionnant, on aurait pu en parler des heures. Oui, c'est vrai. Merci de ton accueil. On mettra en lien tes livres. Et puis tout ce que tu fais, je pense pour les thérapeutes, tu fais des formations avec ta collègue Johanna, sur l'attachement, justement, et puis le côté justement le lien dans le lien thérapeutique, comment ça c'est mon gros sujet. Moi, pour les thérapeutes, c'est au cœur pour moi, l'attachement c'est au cœur de nos pratiques. Vraiment. Les stages aussi de respiration holotropique, où on parlait de travail sur le corps, qui à mon avis et d'autres choses, sur la danse libre, tout ça. Voilà. Merci. Merci à toi. C'était très chouette. C'était chouette. Cool.